Donc merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Pour vous dire, cet atelier est organisé par l'International Club 77. Je suis le président. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Manuel Moreau. Je vous dis deux mots sur l'International Club 77. J'ai cofondé il y a 30 ans un club export que nous avons relancé il y a un an et nous avons fédéré dans le bureau CGPME, MEDEF, CCEF et aussi la CCI qui s'occupe de tout ce qui est secrétariat. Pour vous dire, ce club se veut très concret, de l'entraide, de l'échange. Nous organisons des déjeuners en entreprise ou en dehors de l'entreprise ou au golf de Crécy-la-Chapelle, entre autres, puisque le propriétaire est aussi membre du bureau. Nous voulons la convivialité, donc c'est un repas. Il y a un thème en général. Aujourd'hui, voilà, nous faisons cet atelier sur le pitch que Muriel va nous présenter tout à l'heure. Nous sommes donc toujours dans le concret avec des choses bien précises. Nous avons un site internet pour ceux qui veulent aller voir. Vous aurez tous les événements sur la Seine-et-Marne. Nous débordons même de la Seine-et-Marne. Notre club coûte uniquement 185 €. Donc je pense qu'il n'y a pas de radin dans la salle. Et ça ne couvre même pas les frais de repas. Je vous le dis tout de suite. Donc votre intérêt, c'est de vous mélanger avec les exportateurs pour être dans le concret. Maintenant, je vais laisser la parole à Muriel. Pas tout de suite, Muriel. Pardon ? Bertrand. Bertrand va nous parler. Alors, sachez une chose, c'est qu'il y a eu cette formation pour les pitchs et qu'on va vous les présenter tout à l'heure. Je laisse la parole à Bertrand de la CCI. L'idée, c'est de vous sensibiliser sur l'enjeu des rendez-vous que toute entreprise peut avoir à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps est contraint et quand on rencontre des interlocuteurs à l'international, il faut anticiper, il faut s'y préparer et il faut avoir les idées très très claires sur ce qu'on veut faire passer comme message et ce qu'on a décidé de faire, c'est de pouvoir vous proposer un accompagnement sur la mise à disposition de pitch qui permettent, ou d'élévateurs pitch, qui permettent, je dirais, dans le cadre de vos échanges à l'international, de disposer d'une approche qui a pu être co-construite avec l'appui d'un intervenant. Muriel Feb qui a travaillé avec nous sur ce parcours-là. Et c'est une offre que l'on veut mettre à disposition des entreprises de Seine-et-Marne pour les aider à optimiser ces rencontres à l'international. Et je dirais, pour faire ce travail-là aujourd'hui, ce qu'on a souhaité surtout faire, moi je suis partisan toujours de m'appuyer sur l'expérience des entreprises. Il n'y a pas plus riche expérience que l'expérience que tout à chacun vous avez pu mettre en œuvre. Et donc, on a donc pris trois témoins. Michel Buil, qui représente la société 8, qui à la fois à son entreprise est président d'un cluster qui s'appelle Résonance, mais il pourra vous en parler. Audrey Marquez, qui est directrice générale de OZ, et Amine Bouhara, qui est directeur commercial de PSA. Donc 3 personnes qui ont une solide expérience à l'international et avec qui on a partagé cette approche et qu'on a mis en situation d'une manière opérationnelle. Et il y a eu X rendez-vous qui ont contribué à ce qu'eux-mêmes, malgré leur expérience de l'international, s'investissent sur la construction de leur pitch. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire partager ce parcours qui a pu être fait avec nos trois volontaires qui vous le présentent, et puis d'échanger. D'échanger sur la méthode, d'échanger avec eux sur cette expérience-là et sur leur expérience de l'international. Voilà. On est dans le concret. Muriel ?
Merci Bertrand. Je laisse les derniers arrivants prendre place. Bonjour à tous, en tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. J'espère en l'occurrence que le sujet va vous intéresser parce qu'à la base, je vous proposerai de faire ce qu'on appelle en anglais de l'experiential. Enfin, l'anglais, mon accent est peut-être un peu limite. S'il y a quelques mots que j'utilise en anglais qui ne vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à m'interrompre. Parce qu'en fait, on a fait souvent de l'anglais la langue internationale. Et bien évidemment, vous allez rencontrer sur votre chemin, vous qui vous prédestinez en fait à travailler avec des pays étrangers. C'est vrai que c'est reconnu comme la langue internationale. Alors, je vais commencer effectivement, toute charité ordonnée commence par soi-même. D'accord, merci beaucoup. Par me présenter, tout le monde est... Il n'y a plus d'autres arrivants, donc c'est bon. Je m'appelle Muriel Feb, et tout comme vous, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle WinCoDev. Win comme gagner, co comme commercial, et dev en se développant. J'ai toujours agi, durant toute mon expérience professionnelle, par goût et par passion. De là m'est venue une conviction très profonde. C'est que la relation humaine est fondamentale en ce qui concerne la réussite commerciale. Donc, grâce à mon rôle en fait, de consultante commerciale et de coach professionnel, j'interviens généralement auprès de dirigeants de TPE et PME pour leur permettre effectivement deux choses essentielles. Leur garantir le développement de leur activité commerciale et leur efficacité professionnelle. De quelle manière ? Premièrement, quelle que soit leur formation ou expérience commerciale, j'interviens pour améliorer leur savoir-faire commercial. Et deuxièmement, sur un plan cette fois beaucoup plus personnel, grâce à une confiance renouvelée, je leur permets de prendre bien entendu confiance en eux, mais de développer une efficacité et améliorer leur communication, dont le sujet d'aujourd'hui, la communication avec l'international. Dans le cadre de cette présentation, je ne vais pas vous faire une formation, mais tout simplement vous donner des outils, une méthode pour concevoir en fait un pitch que vous allez vous approprier. C'est une méthode simple et qui, j'espère, vous sera fort utile par la suite pour vous sentir plus en confiance en vous adressant à vos interlocuteurs étrangers et surtout pour arriver à les convaincre. À la fin de cette présentation, si vous êtes intéressé pour approfondir un développement quelconque, je suis là à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous souhaitez approfondir un développement, quel qu'il soit, en collectif ou en individuel, je suis là pour vous. Pour commencer cette présentation, donc, en rappel de ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est que, bien évidemment, on classifie souvent le terme pitch. Est-ce que c'est un terme auquel vous êtes familiarisé déjà ? Non, on va dire non. Oh non. Donc si ça demande explication, n'hésitez pas. Le pitch à l'origine est plutôt prévu pour raconter en fait ou synthétiser une histoire. C'est beaucoup utilisé par certains journalistes ou certains commentateurs pour résumer en fait une situation, un livre, une scène. Et en fait, sur le plan du business, ça a souvent été utilisé pour sa propre présentation. Alors, il existe des présentations longues, des présentations courtes, il y en a parfois très courtes. Parmi celles qu'on appelle très courtes, en anglais, on appelle ça l'elevator pitch. C'est souvent en termes de timing, moins de 2 minutes,
Et pourquoi Elevator Pitch? Parce qu'Elevator, c'est ascenseur, et qu'aux États-Unis, ils construisent de très, très, très grands buildings, et qu'à cette occasion, c'est une occasion qui vous est donnée de rencontrer votre interlocuteur et pouvoir vous présenter rapidement, arriver à ce qu'ils comprennent ce que vous faites, mais surtout arriver à le convaincre à aller plus loin, en fait, ensemble. On ne va pas signer un contrat, par exemple, dans un ascenseur, mais permettre effectivement à votre interlocuteur de comprendre ce que vous faites et d'arriver ensuite à le convaincre. Donc l'objet, ça serait effectivement de parler de cette présentation. Alors, tout d'abord, pour se préparer à cette présentation, il faut replacer en fait le pitch dans un contexte international. Vous avez tous une façon de vous présenter dans une monoculture, qui est la culture française. Ce que je vous propose, moi, c'est d'y voir vraiment les points essentiels, disons, dont vous devez prendre conscience pour travailler l'international. Les bonnes intentions, par exemple. Si ce n'est pas le cas et que vous démarrez justement votre activité pour l'international, c'est d'envisager effectivement et de prendre conscience qu'il y a un apprentissage, parce que vous êtes par rapport à des cultures différentes, des choses essentielles à connaître peut-être. Alors comme je vous le disais, ceci n'est pas une formation interculturelle que je vous propose, parce qu'il faudrait plus d'une demi-heure de temps, je pense, pour en parler, puis vu le nombre de pays qui existent. J'ai prévu d'ailleurs à cet effet de vous donner quelques références auxquelles vous pouvez vous baser. Et d'ailleurs, parmi ces références, il y en a quelques-unes dont je me suis inspirée. Sur Google, vous avez, en tapant simplement différenciation culturelle, vous avez la possibilité de trouver un acteur essentiel qui a développé énormément à ce sujet, qui est hollandais, et qui est un ingénieur en fait d'IBM, sur justement ce qui est bon à savoir quand on s'adresse à différents interlocuteurs étrangers. Donc il travaille vraiment la différenciation culturelle. Vous avez également un site ici, le www.cyborling.com. Tapez sur Google et vous serez directement sur le site pour avoir quelques exemples pour communiquer efficacement déjà avec certains pays. Je reviens à ma présentation. Donc, on peut passer directement par ces sites par un apprentissage ou une formation directement. Et les axes importants à considérer avant que vous commenciez à constituer votre pitch. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est que dès que vous rentrez dans votre premier contact avec des interlocuteurs étrangers, il faut envisager, bien évidemment, ce qu'on appelle les risques interculturels, mais surtout ce qui vous évite de faire des faux pas. Et ce qui vous évite aussi, ce qui vous permet surtout d'être efficace dans votre pitch. Autre point important à noter, sur l'aspect individuel, c'est comment ça s'opère, cette histoire de convaincre un public. Vous avez dû vous en apercevoir déjà, en monoculture, c'est convaincre un interlocuteur, un directeur, à vous suivre, c'est déjà une découverte en soi-même. Donc quand il s'agit effectivement d'un interlocuteur d'un pays étranger, il y a beaucoup de choses, effectivement, dont vous devez tenir compte. Très efficace pour construire votre pitch. Il est essentiel de se donner un objectif et sur la base, nous allons parler ensemble de ce qui est 3 questions en somme à se poser pour véritablement être efficace et dans tous les cas de figure, arriver à accrocher votre public, votre interlocuteur à vous suivre. Les 3 types de questions du genre public, que voulez-vous qu'il ressente? Que voulez-vous qu'il retienne? Que voulez-vous qu'il fasse? Alors, bon, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Si vous voulez les 3, dans votre pitch aussi, il faut en tenir compte et le traduire par les mots qu'il faut, bien entendu. Ensuite, pour ce qui est la trame de votre pitch, je vous proposerai de mettre en œuvre une méthode en 6 points, clairement, qui vous facilitera, je l'espère, la construction de votre trame de pitch et pour y mettre effectivement ce que vous avez, votre valeur ajoutée, ce que vous voulez transmettre. Les sociétés présentes, les 3 sociétés que je remercie particulièrement pour leur participation active déjà, leur implication, ont suivi des ateliers et à ce titre, à la fin de cette présentation, ils vous donneront donc, ils vous livreront leur pitch
Et je me permettrai effectivement après, avec vous, de voir si effectivement, à la suite de leur présentation, les choses qui vous ont convaincu, les choses effectivement qui vous permettent de mieux découvrir l'entreprise et de connaître les avantages qu'elle propose. Dans un contexte international, tout le monde veut faire pour le mieux. Mais souvent, même en voulant faire pour le mieux, il peut se produire des choses. Alors à ce sujet, il y a une préparation mentale, bien entendu. C'est qu'on estime souvent le pas assez difficile, mais comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est surtout parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc osez, lancez-vous, car de toute façon, personne d'autre que vous pourrait au mieux faire votre présentation. C'est tout à fait personnel. Ce qui est important aussi de noter à cet effet, c'est la forme aussi. La forme, c'est là où on rentre dans une notion de communication. La forme est souvent plus importante que le fond. Et plus encore, puisque la notion d'elevator pitch intervient, c'est que vous n'avez pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Ça veut dire qu'en ce minimum de temps, il va vous falloir convaincre, et convaincre tout de suite, parce que l'occasion de rencontrer ce nouvel interlocuteur, celui que vous recherchez, celui avec qui vous voulez tisser des liens, il ne va pas se reproduire de sitôt. Donc autant que vous soyez prêts. Donc au global, pour rejoindre ce que disait Bertrand, les enjeux sont très importants. Et ils vont nécessiter pour vous une bonne préparation. Et c'est l'idée, en fait, de préparer au mieux son pitch que m'est venue effectivement d'associer cette méthode en 6 points qui permettra à chacun de faciliter effectivement les choses. Alors avant toute chose, je me permettrai de vous présenter une petite vidéo. Alors vous allez voir, c'est une publicité américaine, donc je ne souhaite pas faire la publicité, bien sûr, c'est la publicité pour une barre céréales. Mais l'avantage de cette vidéo, alors elle est très très courte, c'est 40 secondes, je vous demande d'y faire très attention, et ensuite je me permettrai effectivement de vous demander ce que vous en avez tiré de cette vidéo, parce que vous allez voir que ça commence comme ça, les premiers contacts avec des cultures différentes. Je vais continuer. Alors, cette vidéo, de toute façon, vous permet simplement de situer les bonnes intentions. C'est-à-dire qu'on peut partir avec l'idée de vouloir aider, toujours, ou aller vers la personne, mais ça manque sincèrement d'apprentissage. L'apprentissage est nécessaire parce qu'on a affaire souvent à des cultures différentes, une normalité différente, des valeurs différentes. Donc il faut passer par des chemins d'apprentissage. Et ensuite, une fois les chemins d'apprentissage, c'est considérer tous les éléments que vous avez appris pour construire votre pitch. Alors, je commencerai par la première phase par laquelle tout le monde passe. Je passe par là, et je passe par là en permanence, et vous passez en permanence par ce chemin. C'est que, bien souvent, nous sommes en incompétence inconsciente. C'est-à-dire que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Tout le monde passe par là, et à partir du moment où on veut avancer, on se pose la question. Si je ne sais pas, il faut peut-être que je me mette en incompétence, mais consciente. C'est-à-dire que j'en prenne conscience. Et dans votre démarche à vous, vers l'international, c'est de prendre conscience de ce qui vous manque. Par conséquent, de se rendre compte qu'il y a des choses à apprendre. Et la situation idéale, c'est la compétence consciente. C'est-à-dire que vous avez le loisir de réussir, vous avez la possibilité de reproduire exactement, et à chaque fois, un phénomène qui marche. Il y a un deuxième chemin. C'est pour ça qu'on passe 2 chemins d'apprentissage. Et là, merci, il y a un certain nombre de personnes qui passent par ce chemin. Ça arrive assez souvent. C'est des personnes qui ne savent pas toujours expliquer comment elles font bien les choses. Ils font les choses, peut-être par instinct. Vous avez sans doute entendu du feeling ou par instinct. Il y a des gens qui, pour se mettre à un pitch, par exemple, peuvent vous faire comme ça, à la volée, un pitch.
mais ils n'ont pas forcément ils ne sont pas forcément passés par les cases d'apprentissage. Ils l'ont en eux, mais ils ne savent pas expliquer. Ils ne savent pas toujours expliquer pourquoi ça marche. Alors ces gens-là, par contre, de temps en temps, ça marche, ou peut-être dans le plus grand des cas, ils ne se posent pas de questions, et un jour, ça ne marche pas. Donc comme ils n'ont pas fait la preuve de leurs compétences et recherché peut-être pourquoi ça ne marche pas, ils ont des difficultés à reproduire en fait leur réussite. Donc dans ces deux cas de figure, vous voyez, on peut passer directement d'une incompétence inconsciente, soit parce qu'on fait inconsciemment les choses ou on va chercher une formation, ou soit on passe directement d'une compétence inconsciente à une compétence consciente. Et là, c'est peut-être le but ou l'intérêt du rôle du coach. Sur la partie de droite que vous avez, ici, c'est plutôt le chemin du formateur. Et ici, vous avez plutôt le chemin de l'accompagnement en coaching. Parce qu'on vous permet effectivement de prendre conscience de quoi vous êtes capable de réaliser. Alors, les deux grands axes importants pour votre pitch, quels sont-ils ? Déjà, considérez que pour vous adresser à un public étranger, il vous faut choisir le langage. Première possibilité, l'offshore English. Vous savez ce que c'est que l'offshore English ? C'est l'anglais, en fait. C'est l'anglais qui n'est pas natif. C'est pas l'anglais parlé par les Anglais. C'est l'anglais parlé effectivement par tous les pays, qui sont très compréhensibles, mais surtout aculturel. C'est-à-dire que c'est un anglais neutre. On parle sans référence culturelle. C'est pas l'anglais de Shakespeare ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est peut-être une solution pour entrer rapidement en contact déjà avec votre public. Si vous procédez les connaissances de la langue du pays ciblé, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser. Mais il faut déjà le connaître parfaitement bien. Il y a des pays qui acceptent aussi votre langue. Donc pourquoi pas choisir le français ? Et il y a une possibilité également de pouvoir mélanger les trois. Et pour l'ensemble, en fait, de l'utilisation de ces langages, je vous recommande effectivement de parler plutôt lentement, ou plutôt à vitesse modérée. Et dans ce cas, effectivement, pas essayer de traduire un humour, par exemple, français, par des mots anglais, parce que chaque langage, par exemple, a ses propres expressions. Donc, première chose déjà, premier axe à voir. Un deuxième axe important aussi pour votre pitch, c'est de réaliser ces deux choses essentielles. C'est que vous avez effectivement, au niveau culturel, des notions de conscience, de ce qui est rationnel. Et ce qui est effectivement particulièrement rationnel, c'est par exemple la manière de se nourrir, la manière de parler, de s'habiller même. En Afrique, ils choisissent effectivement des tenues vestimentaires. C'est leur code. En Angleterre, ou d'une manière générale, pour comparer la France et l'Angleterre, on dit qu'en Angleterre, on mange pour vivre. En France, c'est plutôt on vit pour manger. Vous voyez la notion déjà un petit peu qui apparaît. Donc, à quoi ça fait référence ? Ça fait référence directement à ce qu'on appelle l'inconscient, en plus grande partie des choses, de ce qui est plutôt du domaine du plus profond de chacun, c'est l'affectif. Et en ce sens, qu'est-ce qu'on en conclut ? Donc là, j'ai plus la main sur le... Voilà, c'est ça. J'en conclus que notre culture, à ce moment-là, a valeur de normalité. En France, la conduite est à droite, par exemple. Rien de plus normal. Quand vous passez en Angleterre, vous dites probablement, en plus quart du temps, les Anglais, eux, roulent à gauche. C'est leur normalité, mais ce n'est pas la vôtre. Donc, mieux vaut se mettre dans cette position d'accepter par rapport au pays vers qui on s'adresse leur propre normalité.
Alors, un petit exercice déjà de filtrage que pour chacun puisse avoir, c'est par rapport à cette image que je donne. Je vais demander à quelques personnes de me dire ce qu'ils y voient. Par exemple, monsieur. Sur cette image, vous voyez ? Une jeune femme. Une jeune femme. Est-ce que, monsieur, vous avez peut-être... Ah, mais moi, je vois la lune, moi. Vous voyez la lune. Bah, pourquoi pas ? Si monsieur voit la lune, sorcière. Vous voulez vous exprimer ? La sorcière. Vous voyez une sorcière. Alors en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout simplement, on commence déjà à atteindre un niveau déjà intérieur de votre propre perception. Et imaginez au niveau des relations interculturelles ce qui peut se passer. Effectivement, il peut y avoir une vision complètement différente. Vous voulez vous exprimer ? Je crois que... Vous voulez vous exprimer, madame, sur... Non, d'accord. Je vous vois lever, moi, c'est pour ça. Donc, c'est déjà un premier point important à considérer. Et dans ce cas, on voit bien que la normalité, donc ce que vous y voyez, votre propre perception, eh bien, elle varie selon les cultures. Que vous soyez issu d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, d'Asie, d'Afrique, il y a pour chacun des références. Et ça, évidemment, en nous y mettant en apprentissage, en recherchant par pays quels sont les points importants, vous allez considérer de manière plus fine les choses pour affiner plus tard votre pitch pour vous adresser effectivement à vos interlocuteurs. Alors, je vais passer par une gestion de risque interculturel, c'est-à-dire vous interpeller déjà sur des choses à prendre en considération dans le cadre de l'efficacité. C'est les notions de ce qu'on appelle les tâches et le relationnel. Alors vous allez trouver en fait un curseur qui va indiquer par rapport à quelques pays que j'ai cités en exemple, ceux qui sont plus à tendance à être sur les tâches, c'est-à-dire réaliser en fait son activité, et ceux qui sont en priorité, et ceux qui sont plus attachés en fait à établir un relationnel avec chaque individu plutôt que les tâches. Alors, par un petit exemple, ici, j'illustre que du côté anglais, par exemple, on part directement dans les tâches, on cherche à savoir quel est l'ordre du jour, et on le fixe d'office, c'est-à-dire qu'on commence directement à entrer dans le sujet. Votre premier contact, c'est bonjour, bien sûr, et pour les Anglais, c'est ensuite, tout de suite après, c'est la tâche. Si vous avez effectivement un interlocuteur plutôt latin, du style Espagne, comme l'illustre l'exemple, c'est OK, mais je prendrais bien un petit café. Donc là, c'est dans le but de tisser un relationnel. Et là, effectivement, l'impact, pour lui, est important. Et tout ça, en fait, diminue ou alimente la confiance. C'est-à-dire que si vous adressez directement à un Espagnol pour commencer à travailler tout de suite, ça ne rentre pas du tout dans ses habitudes culturelles. Pour l'Espagnol, c'est établir d'abord un contact. D'accord ? Voilà une notion déjà de risque interculturel. Un deuxième risque aussi, c'est la notion qu'on a du rapport à l'autorité hiérarchique. Sur votre gauche, vous avez effectivement les pays dont la distance hiérarchique est très très faible. C'est-à-dire qu'on peut discuter, se mettre même en contradiction avec son responsable et son manager. Ce qu'on appelle le lower PDI. Et sur la partie droite, c'est plutôt les relations qui nécessitent d'avoir référence au manager et sans prendre de décision individuelle. Et dans ce cas, vous avez un certain nombre de produits, voyez-vous. En Turquie, par rapport à la hiérarchie, on ne s'individualise pas. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Suède ou les pays comme l'Autriche, par exemple. Alors, un petit exemple aussi imagé par personnage que je vous propose, où la situation est la suivante. Votre Suédois s'adresse à ce monsieur turc pour l'inviter effectivement à utiliser un logiciel qui, ma foi, lui permettra de prendre des décisions plus rapidement et de manière individuelle. Seulement, ça pose un problème, en fait, à la culture turque. Parce que là, il est en train de s'imaginer déjà pouvoir expliquer à son responsable
que c'est lui qui va prendre les décisions à sa place. Donc, ça peut avoir un impact important. Troisième élément à considérer, c'est le rapport au risque. Alors, le risque, quel est-il ? C'est la notion d'ambiguïté ou d'incertitude, surtout dans les relations interculturelles. Lorsqu'on se place directement sur la partie gauche, il y a des pays qui prennent volontiers des risques sans que ça soit spécifié par une réglementation. Sur votre droite, il y a certains pays qui nécessitent d'avoir une réglementation. Donc en ce cas, entre le Japon, par exemple, et les États-Unis ou l'Angleterre, le Japon, un titre exemple, c'est qu'il faut que tout soit effectivement réglementé et clairement défini. À propos du pays de l'Angleterre, tout ce qui est, par exemple, échange ou développement d'un contrat, nécessite pas que tout soit marqué. Ça repose sur la confiance, ça repose entièrement, en fait, sur ce qui a été dit. Mais sans que pour cela, ça soit écrit et inscrit dans le marbre. Alors, un exemple, en fait, illustré, où M. Rossini, en fait, est interrogé par Mme Yang à propos, justement, des conditions générales de vente. Donc, on voit bien ici que l'aspect, par exemple, du Japon, c'est bien de reverrouiller ces conditions générales, alors qu'en Italie, tout simplement, tout ce qui a été dit, ça a valeur de contrat et pas nécessité, effectivement, de le spécifier. Il y a la couture du je et la couture du nous, maintenant. L'individualisme, c'est le je. La notion de groupe, c'est le nous. Et dans ce cas, effectivement, certains pays se distinguent très largement. Et dans votre pitch, quand vous vous adressez effectivement à un pays donné, si vous, dans votre culture à vous et vos références, vous avez effectivement possibilité de vous individualiser, de vous faire remarquer, de sortir du lot, très bien. Mais quand vous adressez par exemple à un pays comme le Japon, la notion du nous est très importante. Ce qui est illustré dans le schéma suivant, c'est qu'un Français, par exemple, peut assumer largement un certain nombre de responsabilités et parler en son nom, en parlant de « je », alors qu'au Japon, vous avez effectivement un ensemble de personnes qui sont associées. Et personne ne se différencie les unes des autres. Tout le monde, pratiquement, est au même niveau. Et surtout, tout le monde est d'accord. Il faut absolument tenir compte de ça. Autre exemple, un style de communication. Soit sa communication est directe, c'est-à-dire ce que je dis, c'est ce que je veux dire exactement. On va voir par un exemple tout à l'heure. Alors que la communication indirecte, dans un autre sens, c'est à moitié. C'est-à-dire que je prends en considération ce que je dis, mais il y a des sous-entendus quelque part. Pour l'illustrer, entre par exemple l'Allemagne qui souhaite un début de conférence à 18h, et c'est 18h précises, nous commencerons la présentation, pour, en général, ce n'est pas des stéréotypes nés, il y a des Français qui respectent largement l'horaire, naturellement, ça sera plutôt, 18h, mais bon, peut-être inconsciemment, ça sera 18h15. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai. C'est vrai. Créneau 18-19. Voilà. Et en fait, on dit OK sur l'horaire, mais ce sont des notions quand même importantes. Oui. Alors, je vais rapidement avancer, effectivement, au-delà de l'interculturel. Sur le plan individuel, ce que je voudrais effectivement vous reteniez d'important, avant la méthode de construction du pitch, c'est que tout le monde a un cerveau, et par conséquent, un cerveau, par définition, est paresseux et qu'il a des préférences. Il y a 4 zones qui vous apparaissent effectivement dans cette présentation du cerveau, parce que vous avez un hémisphère gauche, un hémisphère droit, et que selon les personnes, il y en a effectivement qui font réagir et travailler plus spécifiquement une partie du cerveau qu'une autre. Vous avez la partie gauche qui est plus rationnelle, qui est sur les faits, les chiffres. Vous avez aussi une partie du cerveau qui, lui, répond plus facilement ou est plus attachée à la notion d'organisation. Donc quand vous construisez votre pitch, pour celui qui retient plus facilement les chiffres, il faut y penser. Pour
quand vous construisez votre pitch, ceux qui sont intéressés par la méthode et l'organisation, il faut y penser également. L'autre partie est une partie plus émotionnelle. Il y en a qui sont plus intéressés pour le pourquoi, c'est-à-dire la perspective. Pourquoi dans le futur? À quoi ça va me servir? Et ça, dans votre pitch, il faut en tenir compte aussi. Ça va être dans le choix de vos mots. Ensuite, vous allez avoir, sur le plan purement individuel et émotif, la personnalité, l'individu qui va compter. Donc, est-ce que cette personne parle rapidement? Est-ce qu'elle est sympathique? Est-ce qu'elle est compétente? Tous ces éléments-là comptent énormément. Alors, ce que je vous encourage, c'est en prendre en considération aussi cet aspect individuel, parce que tout le monde a le même cerveau, que vous soyez français, japonais, italien, et que pour être sûr, effectivement, de votre pitch pouvoir toucher au maximum de personnes, adressez-vous au cerveau total de chaque individu. Alors, votre message clé, le fameux objectif, va nécessiter effectivement, sur la base de communication, d'un certain nombre d'éléments. Pour que votre interlocuteur mémorise, prenez conscience que le visuel, la gestuelle, la voix, l'intonation, c'est ce qu'on appelle le non-verbal. Et le non-verbal, ça représente 93% de ce qu'une personne retient. Donc dans votre pitch, tenez compte aussi, dans votre attitude, dans votre gestuelle de ces éléments. Ils sont incontournables pour la constitution du pitch. Ça fait partie de votre ensemble. Et en dernier lieu, naturellement, les 7 autres pourcents, ce sont les mots. Ça veut dire qu'il est inutile dans votre pitch de mettre des mots qui ne sont pas essentiels à votre discours et des éléments essentiels qui permettront de convaincre votre public. Donc ça va nécessiter dans votre préparation, bien entendu, d'en tenir compte. Alors, le ressenti est important. Posez-vous cette question. Est-ce que quand vous voulez signer un contrat, c'est un accord, un partenariat? Est-ce que c'est bien ce que vous voulez que la personne en face ressente? Apparemment, ici, sur cet exemple, vous voyez, elle est plutôt partie, la personne à qui elle s'adresse, sur... Là, je pense que si elle veut signer le contrat maintenant, c'est qu'elle est intéressée uniquement par l'argent. D'accord? Donc, à tout moment, posez-vous la question aussi, par rapport à votre discours dans votre pitch, si vous avez bien transmis, si vous avez bien compris ce que votre interlocuteur doit ressentir. Un autre exemple, qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne particulièrement là cette fois? Évitez de faire un monologue pour ne parler que de vous, ça arrive assez souvent. On a tendance à parler beaucoup du savoir-faire, des compétences, du jeu, et on en oublie en fait l'interlocuteur à qui on s'adresse. Et ça, c'est essentiel à prendre en considération. Et là, effectivement, on a des réactions du genre, bah oui, mais elle a parlé que d'elle, et moi, j'ai l'impression de ne pas exister. Ensuite, dans l'action, que souhaitez-vous que votre interlocuteur fasse cette fois? Donc vous avez peut-être une idée dans votre pitch d'inciter effectivement votre interlocuteur à agir. Donc si votre idée à vous, c'est de coller des usines un petit peu partout, dans tous les pays, et n'y voir que ça, et que vous avez en face des gens qui sont préoccupés plutôt pour avoir une notion un peu écologique, ça c'est un exemple naturellement, donc vous n'êtes pas forcément bien parti. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que l'accent est très très dur en interculturel. Autant sur une monoculture de français à français, on peut se rétablir, mais sur l'aspect interculturel, c'est plus difficile déjà. Donc, soyez cohérents, soyez crédibles par rapport à vos mots, par rapport à vos attitudes, et vous pourrez aller plus loin ensemble. Parce que le but d'un pitch, c'est pas d'arriver effectivement à faire signer un contrat dans l'immédiat. En fait, on établit un échange, on cherche aussi à savoir avec l'autre individu, si on s'est bien fait comprendre. Pensez aussi à verrouiller, si vous avez bien compris aussi, les attentes de votre interlocuteur. C'est essentiel. Définissez-vous votre objectif avec les 3 questions essentielles. En fonction de votre interlocuteur, vous avez en face de vous qui? Des directeurs, des actifs, des secrétaires, vous avez des financiers, des comptables. Donc, selon effectivement le type d'interlocuteur, adaptez votre discours. Préparez-vous cette fameuse trame de pitch avec la méthode en 6 points dont on va parler. Et surtout, ce qui est important dans votre pitch, c'est d'inviter votre interlocuteur à passer une étape suivante. C'est par rapport à ce que vous lui avez dit, c'est que, effectivement, et de votre objectif, ce que vous attendez, c'est peut-être de l'emmener à aller plus loin avec vous. Donc cette fameuse méthode en 6 points que je vous propose, c'est de répondre à une question déjà, à quoi vous contribuez d'essentiel. Vous allez directement
dans le sujet. Qu'est-ce que vous apportez en somme? Parce que la personne qui vous aurez en face, elle veut savoir si elle peut gagner du temps avec vous, si vous allez lui présenter des gains, si vous êtes une opportunité réellement pour elle. Et ça, il faut pouvoir l'exprimer déjà. Ensuite, avec quoi vous contribuez à cela? En quelque sorte, vous avez une activité, vous avez un savoir-faire, vous avez des produits. Donc, là, c'est à ce moment que vous parlez effectivement de vos solutions. Parce que la personne passe du stade « Ok, je comprends à quoi vous contribuez d'essentiel, ça tombe bien, moi je cherche effectivement des solutions dans ce cadre, mais comment? Avec des prestations. » Et là, je décris très clairement les prestations. Ensuite, vous intéressez en globalité dans votre pitch à qui est destinée effectivement vos solutions. Donc auprès de qui cette fameuse solution est en place. Sur la partie plus individuelle, et cette fois ça vous concerne, c'est votre présentation personnelle. Vous êtes qui? Vous avez de l'expérience. Qu'est-ce qui vous a amené effectivement à construire, effectivement, à vous mettre entrepreneur? Qu'est-ce qui vous a amené et poussé effectivement vers des technologies ou vers l'industrie? C'est important pour votre interlocuteur parce que là, vous établissez un rapprochement direct. Ensuite, quand donnez à votre interlocuteur également, par comment les choses se mettent en place, c'est de lui signifier, OK, après des accords, comment concrètement cela va se mettre en œuvre. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer votre processus commercial. Comment, si vous avez des ingénieurs qui peuvent intervenir, à quel titre ils interviennent, comment les choses, en fait, peuvent se mettre en place dès le début. La personne qui vous écoute est projetée, effectivement, sur le fait où déjà vous l'avez convaincue par rapport à vos prestations, et si elle est intéressée d'aller plus loin avec vous, c'est comment réellement les choses concrètement se mettent en œuvre. Sur le sixième point, eh bien, comment se vivent réellement les résultats de la prestation? C'est-à-dire qu'une fois les choses mises en place, quel c'est plutôt le ressenti des clients et ce qui fait effectivement votre valeur ajoutée. Et ça, c'est important aussi pour votre interlocuteur de le connaître. Donc cette méthode en 6 points étant présentée, je vais vous donner la parole à ces 3 entreprises qui vont se présenter elles-mêmes par leur propre pitch. En fait, elles ont la société Height EOS et PSA Group ont travaillé déjà à l'international, ont déjà élaboré leur pitch. Suite à des ateliers, donc 2 ateliers que nous avons fait ensemble et des échanges entre eux, ils ont affiné leur pitch et ils répondront à vos questions. Je vais leur céder la parole. Merci. Bonjour à tous. Bon, on n'est pas encore au niveau 2. Hein. On ne va pas pouvoir dérouler tout ce que Muriel nous a présenté. Bien, donc merci à la CCI et merci à l'IC 77 pour nous donner la parole. Donc personnellement, j'ai passé 25 ans dans les télécoms et le high-tech à l'international et j'ai souhaité, la raison pour laquelle j'ai souhaité créer cette société, ça a été pour finalement développer et offrir une offre agrégée à la fois en business développement, en sourcing high-tech et en management de projet. Au niveau de l'offre, Height fournit du conseil expert et des solutions innovantes pour tout ce qui est infrastructure télécom et gestion des bâtiments connectés et des villes intelligentes. Donc globalement, c'est de la domotique professionnelle. Vous avez une couche d'infrastructure, vous mettez des objets connectés et un logiciel qui va gérer le tout. Ça vous parle? Merci. Donc, voilà. La manière dont on opère, c'est donc d'agréger des compétences à l'international, d'avoir des relais, que ce soit des relais techniques, des experts en stratégie économique ou simplement des gens qui vont faire le management du projet. L'objectif, c'est toujours de vous offrir une solution de haut niveau avec une optimisation de votre investissement.
Notre positionnement se structure sur 3 axes. Le premier, c'est l'agrégation, la capacité d'agréger donc des compétences en mode agile pour des besoins spécifiques. Donc on travaille en mode projet. Le deuxième, c'est d'avoir une capacité de fournir des solutions clés en main totales. C'est-à-dire qu'on fait l'analyse du besoin, on fournit le matériel et après on fait la recette et le test des produits une fois installés. Et finalement, une position qui est aussi assez forte, c'est une position éthique. La société aujourd'hui fournit du matériel gratuitement pour des organismes qui œuvrent pour les publics défavorisés. Au niveau de nos clients, eh bien, ce sont les opérateurs et intégrateurs télécoms, mais aussi les collectivités, les assistants à maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. En termes d'exemple, 8 est présent en France, où nous faisons du design de boîtiers pour connecter les réseaux fibre optique ensemble. En Inde, nous faisons de la maintenance préventive avec une technologie drone, donc sur les antennes GSM. Donc le site est en fait monitoré par un drone qui fait de l'analyse, par exemple, de problématiques des structures. Ou en Afrique, où nous implantons des systèmes pour l'optimisation énergétique de l'éclairage public et la sécurisation de bâtiments connectés, donc que vous gérez à distance. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas, si vous avez une volonté de partager cette vision, on va dire, innovante du développement high-tech et télécom, je reste à votre disposition. Merci. Merci Michel. On va donner à Audrey. Juste pour dire que ce n'est pas très très simple pour Michel son pitch, parce que c'est très très technique, mais bravo Michel quand même. Tout le monde a compris et on posera des questions. On posera des questions tout à l'heure. Merci. Bonjour. 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 Ah bah voilà. Je suis ravie d'être ici parmi vous pour parler de mon entreprise. Je m'appelle Audrey Marquez, je suis directrice générale et cofondatrice de la société EOS, entreprise de 25 salariés basée à Auzan-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Nous avons créé l'entreprise, mon associé et moi, en 2010, en reprenant les activités d'une industrie qui existait depuis 1932. On fabrique des interfaces homme-machine, des boutons et des claviers que vous pouvez trouver principalement sur des distributeurs automatiques, des contrôles d'accès, des pompes à essence. On a équipé notamment une grande partie des digicodes de Paris, ces petits claviers rétroéclairés bleus sur lesquels vous tapez pour passer les portes cochères. Nous sommes concepteurs, développeurs, fabricants de produits standards, mais aussi de solutions personnalisées adaptées aux besoins de nos clients. Moi, je suis née à l'époque du choc pétrolier où l'industrie n'avait pas grande cote. Quand je suis rentrée sur le marché du travail en 2000, c'était de pire en pire. Elle ne faisait pas rêver les gens et encore moins les jeunes qui commençaient à travailler. Il faut que je respire. Et j'ai toujours voulu travailler dans l'industrie parce que pour moi, et bien qu'étant financière de métier, pour moi, c'est la capacité de fabriquer un produit à partir de diverses matières et d'intelligence de conception, de créativité et d'innovation. C'est la fabrication de produits à forte valeur ajoutée qu'on peut garder ici sur notre territoire puisqu'on a la main-d'œuvre pour. EOS le prouve, nous développons, nous nous adaptons, nous nous démarquons en fabriquant des produits à forte valeur ajoutée et tout ça grâce à la politique de qualité qui régit l'ensemble de l'entreprise, du produit jusqu'aux salariés. Et nous créons de la valeur que nous amenons chez nos clients. On exporte cette valeur puisque nous vendons plus de 50% de nos produits à l'export et à l'international, donc en Europe bien évidemment, mais aussi en Inde, aux États-Unis et même en Chine. Donc la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la rentabilité, on ne va pas se leurrer, c'est l'objectif premier d'une entreprise. La rentabilité, c'est créer de la richesse pour toujours innover, investir et assurer la pérennité de l'entreprise. Donc voilà, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, je vous demanderais de retenir ces mots, c'est que EOS est une industrie de
française qui fabrique des produits de qualité pour les vendre à l'international et c'est encore possible. Je vous remercie de votre attention. Amine, on te laisse. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Amine Bourara. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ravi. À l'initiative de la CCI et le Club international 77, que je remercie, pour vous parler de PSA, Produits sanitaires aéronefs. Donc, nous sommes une entreprise française, seine-et-marnaise, de taille humaine. Nous avons plus de 40 ans d'expertise dans le domaine de lutte contre les maladies vectorielles, comme le paludisme, la fièvre jaune, le chikungunya, et des risques sanitaires plus récents comme le virus Zika par exemple. Donc, certainement, certains d'entre vous ont déjà vu dans un avion des hôtesses de l'air ou des stewards qui appliquent des aérosols dans un avion. Donc, c'est grâce à nos solutions, notamment l'aérosol insecticide, qui permet aux compagnies aériennes d'appliquer le règlement sanitaire international. Donc, en gros, empêcher des moustiques vecteurs de maladies de passer d'un pays A à un pays B, grâce aux recommandations de l'OMS. Donc, il faut savoir que nos produits, certains d'entre eux du moins, sont des produits no-go, c'est-à-dire un avion ne vole pas sans. Donc, il y a un impact important sur l'industrie aéronautique. Nous avons une centaine de références qui répondent à des impératifs genre nettoyage, désinfection, désinsectisation et traitement des odeurs au niveau des avions. C'est des produits à usage strictement aéronautique, donc certifiés et homologués pour. Donc, chaque jour, il y a 30 000 avions qui volent un peu partout. Et au moment même où on parle, il y a 500 000 personnes, 500 000 humains dans des avions à 10 000 mètres d'altitude. Donc, 80 000 vols opérés chaque jour, et chaque jour, 150 compagnies aériennes utilisent nos produits à bord et nous font confiance. Air France, Lufthansa, Emirates, et j'en passe. Donc, c'est une source de fierté pour nous. En ce qui me concerne, je suis directeur commercial, donc je suis à la tête d'une équipe constituée de responsables de zone export, d'assistantes commerciales, et on est en étroite collaboration et partenariat quotidiennement avec des compagnies aériennes dans les 4 coins du monde, où on réalise 60% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc, j'aimerais conclure par le fait que la globalisation des échanges et la mondialisation, c'est une formidable opportunité pour les humains, les 3 milliards d'humains qui voyagent un peu partout dans le monde. Ceci dit, il y a les moustiques qui voyagent aussi, mais gratuitement. Et donc ça constitue un risque, un vrai risque. Et la menace sanitaire évolue, et par conséquent, nos solutions aussi. Donc la prochaine fois que vous allez prendre un vol, dites-vous qu'il est fort probable que nos solutions soient du voyage. Merci pour votre attention. Merci Amine. Je souhaiterais à présent, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, vous inviter à vous exprimer aussi, vous, individuellement, sur ces présentations. Sur des 3 présentations aujourd'hui, si je voulais vous demander, par exemple, vous, monsieur, ce que vous avez retenu de la première présentation, qu'est-ce qui vous a paru essentiel à retenir ? Excellente au niveau de votre contact et de ce que vous avez mis. Maintenant, ce qu'il faut mettre en place, moi, je suis avec des jeunes. Ce qui est important, si vous voulez, c'est la première position, c'est de tenir correctement son micro. Ça, c'est le premier élément quand les jeunes arrivent comme ça et qu'ils ont la possibilité d'avoir un micro et de s'exprimer. Ça, c'est la première remarque à leur attirer l'attention. Après, tout ce que vous avez dit, bon, ça me paraît absolument parfait. Et on est prêt à vous inviter pour dire ça à une trentaine de jeunes. Hein. Je vous remercie. J'ai bien noté, effectivement, la remarque. Oui. Merci Muriel. Non, juste pour dire une chose, c'est que le pitch, en fait, on fait des pitchs sans le savoir, hein, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, et ça s'apprend. Il y a une chose aussi, on a démarré tout à l'heure par Michel de la société 8, il y a vraiment du jargon technique qui est, quand on n'est pas dans ce métier-là, c'est très très difficile à comprendre, et bravo, parce que là, ça a été quand même limpide. Je viens, Audrey, bon... rien à dire, formidable, vive les femmes. Et par contre, Amine... Ah, merci les femmes, vous êtes avec moi. Merci. Par contre, ce que je voulais dire sur Amine, ce que je trouve très très bien dans son pitch,
enfin moi je suis un ignare en la matière, mais par exemple tu nous as parlé de 500 000 voyageurs, et ça parle. Je pense que ça parle bien quand on présente son produit. Il y a des gens par exemple ici qui sont dans l'agriculture, dans les fertilisants ou je ne sais pas quoi. Quand on parle vraiment de quelque chose qui fait un petit peu appel à une connaissance générale, voilà. Merci. Je crois qu'il est dans la salle. Merci. Vous vous souvenez en fait de la méthode en 6 points que je vous ai proposée, c'est-à-dire que c'est une méthode normalement que vous pouvez vous approprier facilement. Et dans l'exemple les 3 exemples ici, chacun a, selon sa personnalité, selon ses valeurs ajoutées, voulu vous éclaircir, voulu vous inviter effectivement à les suivre. Est-ce que par rapport, justement, oui, vous avez... Juste un commentaire, en fait, moi j'ai été surpris, mais pas désagréablement, par le fait qu'il n'y avait pas de support image. Peut-être que vous êtes exprimé là-dessus sur ce point en disant cette fois-ci on préparera un pitch sans image, sans support PowerPoint. On peut avoir un support PowerPoint très léger avec des images justement qui auraient pu permettre de donner une visibilité aux propos de la présentation de Michel qui était très technique. Pourquoi ce choix d'avoir fait une présentation sans images? C'est peut-être à vous de répondre, ou dans le cadre de votre atelier en fait aussi sans doute. Est-ce que vous êtes, si je comprends bien en fait ce que vous voulez dire, est-ce que pour vous il aurait été peut-être plus lisible, plus compréhensible d'illustrer en fait par des images les propos qui constituent le pitch de chacun des 3 sociétés, c'est-à-dire un support visuel derrière? J'en prends bonne note, effectivement c'est une bonne remarque. Il y a effectivement des pitchs, si vous voulez, qui nécessitent en appui de ce que chaque personne peut dire verbalement, des slides qui pourraient effectivement tourner derrière. C'est aussi des possibilités, c'est à eux de leur demander s'il existe déjà des supports. Je pense que oui. Pour certains, ils ont déjà œuvré en la matière. Je vais céder la parole justement à Michel qui va vous parler d'une de ses présentations, et justement avec des supports. Michel. Ouais, je pense, pour vous répondre, que c'est, comme on dit, c'est la présentation qu'on fait dans un ascenseur. C'est celle qu'on fait sans support. La présentation avec support va permettre d'avoir un peu plus de temps pour se présenter. Et à ce moment-là, quand on se présente en 5 minutes, on ne peut pas se présenter sans support. Quand on se présente en 1 minute ou en 2 minutes, il faut arriver à accrocher l'attention directement. Et je pense que c'est là où la différence. Et ce sont 2 exercices totalement différents. Ça, alors, vous avez totalement raison, d'où l'élévateur pitch dont on a parlé. Généralement, dans le timing, un élévateur pitch, c'est plutôt 2 minutes, moins de 2 minutes. Donc là, il faut aller chercher vraiment l'essentiel au niveau des mots. Et dans la base de sa communication, le gestuel qui va bien, même la voix, comment on le porte, le côté sympathique, en fait, mais le côté support dont parlait monsieur, effectivement, c'est pour une présentation un petit peu plus détaillée. Oui, tout à fait. Ce qui ne vous empêche pas de garder en fait, l'exemple de la trame. Ça n'empêche que dès que vous passez à des points particuliers que vous voulez mettre en avant, c'est effectivement de garder cette notion de trame. Est-ce que parmi vous, d'autres veulent s'exprimer aussi sur... à la fois la présentation qu'ils ont eue, mais notamment sur l'expression des pitchs qu'ils ont eus par ces 3 sociétés. Est-ce que vous voulez partager avec eux, puisque la plupart de ces 3 sociétés ont quand même du vécu, des expériences. Bertrand parlait énormément d'échanges possibles entre vous qui avez fait peut-être des premiers pas à l'international et qui voudraient assurer avec plus de confiance leur développement. Est-ce que vous souhaiteriez que chacun vous parle de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu jusqu'à leur développement au niveau international? Donc je vais leur céder la parole. Muriel, il y a peut-être une chose qu'il faut spécifier par rapport justement à cet atelier. La complexité, c'est de pouvoir répondre à ces 6 points dans un timing qui est très 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 court. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de structuration, du contenu,
et qui a été des fois ou parfois privilégié sur la capacité à l'exprimer. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas quelque chose d'évident. Et c'est vrai que enfin voilà, il y a une logique. Déjà, on travaille le contenu, puis après, on essaye d'être à l'aise avec. Pour moi, voilà, j'ai vécu donc les deux ateliers qu'on a eu de préparation comme vraiment un élément fort pour structurer son pitch, structurer l'information qu'on cherche à faire passer. Sur les pitchs beaucoup plus courts, elevator pitch, enfin pour moi, clairement, on peut pas tout mettre, c'est pas possible. Ce que j'en comprends moi, et encore une fois j'ai plein de choses à apprendre là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il faut donner 1, 2, 3 éléments maximum, essayer d'accrocher l'attention, récupérer la carte de visite, et puis next au prochain épisode. En fait, je voulais partager un petit peu avec vous les raisons pour lesquelles j'ai participé à cet atelier. Parce que, pour être honnête, au début, je me suis dit, j'ai 16 ans d'expérience derrière moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc au final, on a tous un avis sur soi-même qui peut parfois être faux. Quand bien même on peut avoir certains succès, comme Muriel précisait, l'incompétence inconsciente. Ça peut être le cas de tout le monde, il n'y a pas de mal. Donc je me suis dit, tiens, je vais découvrir une méthode, et c'est hyper intéressant parce que ça permet de structurer et mieux se préparer. Parce que ce qui arrive dans la vie courante, je vais partager avec vous une petite histoire. Il y a 2 semaines, j'étais à Abu Dhabi. J'avais la chance d'avoir face à moi le vice-président de la compagnie Etihad. Donc je me suis dit, à partir de là, le chrono tourne. J'ai peut-être 1 minute, peut-être moins, peut-être il va me zapper. Ces gens-là n'ont pas beaucoup de temps. Donc du coup, comment faire une performance très courte dans le temps, mais maîtrisée? C'est pas facile, il n'y a que de la préparation derrière. Mais une fois on le fait, et on mesure un peu si ça marche ou pas, il n'y a pas de raison pour ne pas le reproduire. Mais il n'y a pas pire que le manque de préparation, où on s'oublie et on commence à parler de soi-même. La pire erreur, surtout dans un monde anglo-saxon, où le gars va vous dire à la fin « interesting ». Ça veut dire « c'est mort ». Ça veut dire « vous ne m'intéressez pas ». En gros, on n'est pas des acteurs, on n'est que des humains avec nos faiblesses, nos craintes. On peut être introverti, extraverti, mais avec les préparations, on corrige ces erreurs pour avoir un discours presque parfait. Merci. Pour continuer dans la voie, puisque tu l'as ouvert, Amine, puisque là tu parles d'une expérience très concrète, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez présenter un peu plus avant, vous avez présenté votre pitch, c'est très bien, mais présenter plus avant votre expérience de l'international, c'est-à-dire les motivations qui vous ont conduit à agir à l'international, et puis votre vécu des situations à la fois positives et parfois plus négatives, qui peuvent, je dirais, étayer ce parcours d'expérience. Oui, mais il y a un exemple qui me vient, qui est assez récent. Muriel parlait effectivement des différences de culture, et on les rencontre assez souvent. J'ai une collaboratrice en Allemagne avec qui je travaillais il y a 2 semaines, et à un moment donné, elle me dit oh, you are really working with your head. Donc, sous-entendu, je travaille avec ma tête. Moi, je pourrais le prendre, et en tout cas, c'était dit de manière, en fait, t'es pas bête. Expression en français, un trait d'humour qu'on ne comprendrait pas du tout, adapté à l'allemand, retraduit en anglais, parce qu'il y a effectivement l'anglais offshore que tout le monde parle. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faut se remettre sur enlever son passif, ses croyances, revenir sur vraiment des bases de communication simples. Et essayer de comprendre et de traduire, mais sans prendre nous notre passé, notre passif, en essayant de traduire. Voilà, ça c'était un exemple où ça aurait pu mal finir, et finalement ça s'est très bien passé. En fait, pour répondre un petit peu à votre question, travailler à l'international, et quand on est dans le domaine de l'export, on fait face à différentes cultures. Un conseil très important, c'est peut-être être, je dirais pas sans culture, mais s'adapter aux différentes cultures et garder parfois ses propres opinions pour soi-même, et
devenir un citoyen sans frontières, un citoyen sans frontières, parce qu'on a un point commun qui s'appelle l'humanité. On est capable de se comprendre, quel que soit d'où on vient, on est capable de faire des choses ensemble, du moment qu'il y a un élément très important qui passe, qui est la confiance. Si on véhicule la confiance, la crédibilité, on peut faire du business partout, il n'y a pas de raison. Et ça, c'est quelque chose... il n'y a qu'une recette, c'est qu'il faut l'être vraiment. Il faut être sincère et honnête, vraiment. Il n'y a que comme ça que ça marche, parce que la politique du one-shot dans un pays, je me barre, ça ne marche plus, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut bâtir du solide, la disponibilité, ça se travaille. Comme me disait un client il n'y a pas longtemps, il me dit, pour un appel d'offres comme ça, il faut pleurer. La clé, c'est qu'il faut être patient. La notion du temps n'est pas pareille dans tous les pays. Il y a des pays comme l'Asie ou le Moyen-Orient, ils envoient un email, le lendemain un reminder déjà. Donc, alors que d'autres pays, le projet, ça se réfléchit en une année, donc l'échelle du temps n'est pas la même. Et donc l'adaptation à la culture, à la langue, aux contraintes économiques, à la notion de temps, c'est ce qui fait le charme un peu de travailler à l'international, et on voit qu'au final, on avance tous, mais avec des vitesses différentes, c'est tout. Et la dimension humaine est déterminante, au-delà des échanges numériques. Je voulais juste dire un mot. Je reviens au pitch. Concernant le pitch, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur le pitch, moi le premier. Vous voyez, dans un forum comme celui-ci, on se rencontre, on dialogue, et je m'aperçois souvent, alors les jeunes, très jeunes, parlent vite, d'une façon électrique, mais sont souvent percutants, et plus on arrive en âge, alors je ne sais pas si j'arrive en âge ou si je suis encore jeune, plus on arrive en âge, et je le dis d'abord pour moi, on parle longtemps, on est confus, on n'arrive pas à exprimer la direction là où on va, et je vois dans des dialogues comme dans des forums ici, où les gens, vraiment, c'est très, très chaotique. Donc je dis ça parce que moi, le premier, il faut qu'on se corrige, et je reviens sur le pitch, parce que le pitch est vraiment nécessaire. Parfois, on discute avec quelqu'un pendant 5 minutes, on ne sait toujours pas ce qu'il fait en face de vous. C'est terrible. Et j'ai vu la formation qu'a fait Michel, quand tu as travaillé avec Muriel. Michel, qui est quand même un secteur ardu, puisque moi je ne suis pas du tout là-dedans, mais je veux dire, il faut vraiment bosser pour arriver à ce que tu viens de faire là, de nous exprimer la chose. Sinon, on ne comprend rien. Donc voilà, je reviens sur le pitch pour expliquer. Le monsieur veut parler là-bas. On va vous passer le micro. Merci beaucoup d'avoir passé la parole. Donc moi, c'est Julien Célébani, je suis consultant formateur et je voulais justement apporter mon témoignage et renforcer justement ce qu'on disait par rapport à l'intérêt du pitch. Je déploie des modules de 3 heures, de journée complète, de 5 jours, mais c'est vrai que c'est hyper important de travailler son pitch. Et ça m'arrive de faire des modules comptoirs d'une demi-heure et ça part toujours sur la base du modèle d'un pitch. Bon, moi j'ai un modèle qui est en 4 points, les 4 S, mais c'est vrai que dans le contenu, on retrouve plus ou moins les mêmes éléments que les 6 qui ont été cités tout à l'heure. Voilà, les 4 S. Donc, susciter l'intérêt, savoir argumenter, savoir synthétiser et faire synthétiser. Et là-dedans, c'est vrai que dans le savoir argumenter, on travaille son argumentaire, on sait s'adapter à son interlocuteur, et c'est voilà, que je fasse un module d'une demi-heure, que j'appelle le module comptoir, c'est toujours basé sur ce squelette-là. Et je peux le reprendre et concevoir un module de 3 heures en partant toujours sur la base du même squelette. Donc le pitch, c'est vraiment très important. Voilà. Merci. Donc je voulais juste apporter ce témoignage. Est-ce que quelqu'un a un module en 2 points? Non? Ok. Moi, ce que je voulais simplement partager avec vous, c'est que bon, j'ai plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le métier du high-tech et des télécoms. J'ai fait énormément de présentations one-to-one avec les gens. Et le pitch est vraiment quelque chose de particulier. C'est un autre contexte, c'est un autre environnement. Ça n'a rien à voir dans le sens où on peut savoir dérouler une présentation de société, on va dire standard, une présentation de produit. Le faire dans un temps restreint, c'est déjà un enjeu particulier. Après, il y a autre chose, c'est quand on a un produit à vendre ou une innovation sur un produit, ça peut se faire relativement facilement. Après, quand l'innovation, c'est votre
c'est finalement votre modèle qui est innovant. Là, ça requiert encore du travail. Allez expliquer comment vous êtes pertinent, quelle est votre valeur ajoutée sur votre positionnement. Voilà, donc c'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas au bout de mes efforts. Pour revenir sur ce que Manuel disait tout à l'heure, j'ai eu plein d'occasions à l'international d'être dans des salons et d'essayer d'expliquer ce que je faisais. Et le gars, à la fin, me dit « je ne comprends pas ». Voilà, donc c'est une réalité. Il y a un vrai besoin par rapport à ça. Et le dernier point que je voudrais partager avec vous, ça, c'est plus sur une expérience à l'international, sur le positionnement interculturel, interculturalité de la relation qu'on peut avoir. C'est de se dire que des fois, surtout pour les Français, de garder une espèce de distanciation avec soi-même, c'est-à-dire essayer pas de dire voilà on est français, on connaît tout, etc. Avoir une espèce de vision un petit peu des conditionnements de son propre pays. Donc c'est pas seulement connaître ce qui se passe chez les autres, ça évidemment c'est important, mais c'est aussi d'avoir un petit peu de recul par rapport aux stéréotypes français. Et donc de mettre soit de l'humour, soit une espèce enfin passer des messages en disant voilà, ok, français typique, ça peut être ça, 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 mais on peut aller au-delà. Des fois, ça fait, on passe des barrières et on crée du lien. Merci. Muriel. Oui, vas-y Audrey. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui me tient à cœur. Notamment à l'étranger, et mon entreprise en est la preuve, ne pas avoir honte finalement d'être français et aller à l'international avec toute la qualité et les défauts qu'on a. Faire abstraction un peu effectivement de l'implication qu'on peut mettre parfois, rester honnête et sincère, mais on a une vraie richesse en France, et notamment, je vais parler de ce que je connais sur les industries, on a de la créativité, on est flexible, on est adaptable, on est chiant, on râle, mais ça, c'est vraiment demandé, c'est système D en 8 points. Non, c'est demandé, c'est de la vraie créativité, et que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les pays d'Afrique du Nord, que ce soit aux États-Unis, c'est ce qu'ils nous reconnaissent. Donc n'hésitons pas à le vanter, parce que ça, au moins, on l'a pour nous. Voilà. En fait, j'ajouterais par rapport à ce point juste un petit truc, c'est la France, la carte France est vendeuse, ça c'est indéniable. Si on présente un produit français et on ne vend pas, c'est qu'on a mal vendu. L'origine n'y est pour rien, loin de là, c'est un vrai atout. Parce que la France est un pays universel où on ne trouve pas une personne dans le monde qui est indifférent par rapport à la France, pour le meilleur et pour le pire. Déjà, c'est quelque chose, il n'y a pas d'indifférence, donc c'est quelque chose qui est un impact très très positif sur ce qu'on vend. Il n'y a pas de mal à effectivement parler, être fier de ça, sans pour autant rentrer dans des situations complexes, mais effectivement, la nation française, l'histoire française, c'est quelque chose qui est très marquant. J'ai remarqué à plusieurs reprises à l'étranger, et ça ne laisse pas indifférent. Souvent, on apprécie aussi le français comme étant un peu orgueilleux. Hein. Je ne sais pas quelle est votre lecture que vous avez. Un peu suffisant, Manuel, toi, je t'ai déjà entendu le dire. Oui, non, ce que je voulais dire, je vais reprendre ce que disait Michel tout à l'heure sur la distanciation que l'on peut avoir par rapport à un interlocuteur étranger. C'est-à-dire, si on se met du côté de l'étranger en lui disant, voilà, vous savez bien que les Français, nous sommes fiers, vous savez que nous avons un manque de suivi, vous savez que, bon voilà, on sort tous nos tares, si je puis dire, et on va se mettre un allié de notre côté en disant, ah bah oui, tiens, il connaît bien les Français, etc. Donc lui, il doit s'être corrigé, et finalement, bah, ça doit être un bon exportateur, un bon partenaire. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il faut se critiquer soi-même et pas critiquer le pays. Hein. On n'est pas là pour... au contraire, moi je fais cocorico à l'étranger, mais se critiquer soi-même pour bien prouver qu'on connaît bien le dossier, le bonhomme, et ensuite pouvoir vendre ses produits tranquillement. Ce que je peux ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que ce qui compte, c'est d'être crédible. C'est d'être crédible et sincère. C'est-à-dire que vous travaillez à l'étranger, pour l'étranger, ne pas chercher à ressembler en fait à l'étranger. On a l'impression qu'on va plus faciliter les échanges en se comportant de la même manière,
mais c'est peut-être pas le meilleur chemin. C'est d'en prendre simplement conscience et ne pas imposer ou définir des stéréotypes. Tant bien qu'on se connaît au niveau français avec nos défauts, mais nos qualités, c'est d'arriver à des stéréotypes. Parce que chaque pays aussi a ses défauts, a ses avantages, et en fait, il faut du lissage. Donc, il faut être soi-même, et il faut, tant sur les mots que sur le comportement, avoir une cohérence. Si vous êtes heureux de travailler avec tel et tel pays, c'est qu'il faut que votre interlocuteur, sur le plan de la communication, le ressente. Si vous n'avez pas le comportement adéquat avec vos mots, malheureusement, dans votre pitch, vous n'allez pas être crédible. Et en fait, la conclusion de toute cette préparation au pitch, c'est bien un ensemble où il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, ça ne s'improvise pas. Et ce que disait Amine, effectivement, c'est de prendre conscience que si vous vous dirigez vers tel et tel pays, c'est essayer d'en savoir un peut-être, vous informer, en savoir un maximum, mais ce n'est pas pour leur apprendre et leur dire, vous savez, chez vous, je sais comment ça se passe. C'est que moi, en fait, en France, voilà ce que je peux, avec mes avantages, vous apporter. Et il faut l'expliquer avec votre langage, en choisissant la langue adaptée. Donc, en résumé, soyez toujours cohérent dans votre discours et sincère, et ça passera forcément avec vos interlocuteurs étrangers. Voilà, c'est le mot vraiment de conclusion que vous l'apportez à la construction du pitch. Merci Muriel. Merci à vous trois pour vos témoignages.